Bonsoir Luc Châtel, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre de l'Intérieur, sénateur du territoire de Belfort et président d'honneur du mouvement républicain citoyen. J'ai tout dit. Voilà, vous avez aussi publié ensemble, c'est pas courant, de voir deux personnes, deux ministres de l'Éducation qui publient ensemble ces entretiens et qui échangent sur le fond, sur les thèmes, un thème essentiel, l'éducation, qui sera au cœur sans doute de la campagne électorale à venir. Ils sont les mieux placés pour le faire. Voilà, en tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est à lire c'était dirigé donc par Nicolas Béthoud aux éditions Plomb. On va en parler puisque l'actualité, de toute façon, s'y prête tout à fait. Mais vraiment, un petit mot d'abord, parce que l'actualité d'aujourd'hui, elle a été aussi marquée. Et je m'adresse peut-être d'abord à vous. Vous étiez ministre de l'Intérieur, monsieur Chevènement. Un procureur convoqué par un juge d'instruction, le directeur général de la police nationale et le directeur central du renseignement intérieur, Frédéric Pechnard et Bernard Squarcini, qui seront convoqués aussi, c'est sûr, ce soir, à propos des fadettes, les factures de journalistes du Monde, qui auraient été donc examinées avec attention, et c'est même reconnu par eux, pour connaître un peu les sources de ces journalistes dans l'affaire Bettencourt. Est-ce que si vous étiez ministre de l'Intérieur, vous diriez les patrons de la police, ils doivent démissionner? Mais écoutez, le président de la République a fait voter une loi sur l'inviolabilité des sources des journalistes. Et on a une interprétation très extensive de cette protection des sources, puisque ce n'est pas seulement les écoutes qui sont interdites, mais c'est même l'examen des fadettes quand il s'agit de savoir qui a téléphoné à qui. Les factures. Sans forcément savoir ce qui s'est dit. Bon, vous connaissez la position de M. Guéant, il l'a exprimé à la télévision, c'est que les fadettes, ce n'est pas les écoutes téléphoniques. Donc, qu'il y avait eu des amendements... mais vous seriez ministre de l'Intérieur aujourd'hui ou comme ancien ministre de l'Intérieur? Je n'ai jamais fait écouter des journalistes, ça, jamais. Oui, mais alors du coup, vous diriez au directeur de la police que ce n'était pas son travail. Et en plus, je n'ai jamais fait voter une loi pour surenchérir dans cette direction. Donc là, si vous voulez... il y a une erreur de casting. Maintenant, c'est la justice qui convoque un juge, enfin un procureur général, un juge d'instruction qui convoque un procureur général. C'est quand même une première dans l'histoire. C'est quand même. Et puis il y a le directeur général de la police nationale, et puis le directeur central du renseignement intérieur. Bon, il faut attendre ce qui va se passer. Il est très indulgent, c'est parce que vous avez fait un livre ensemble que Jean-Pierre Chevènement... non, je ne crois pas. Je n'ai pas à intervenir davantage dans les affaires de justice. Disons que il faut regarder le texte de la loi, mais j'ai l'impression que... Sauf à démontrer un impératif prépondérant d'intérêt public, cette loi sur la protection des sources montre qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources. Luc Châtel, on va quand même devant des problèmes pour ces trois personnes. Écoutez, nous verrons. Laissons la justice suivre son cours. Et je vais vous dire, ça démontre que nous sommes bien dans un état de droit. On passe la journée à entendre des critiques sur le président de la République en expliquant qu'il voudrait tout verrouiller, que la justice serait aux ordres. Il y a une démonstration là, éclatante qui est que la justice suit son cours et qu'elle est capable d'entendre n'importe qui, y compris les plus hauts responsables de la police. Voilà, c'est ceux-là même qui sont assez proches de lui. On le sait pour Frédéric Pechnard, on le sait pour le procureur Courroy, on le sait pour Bernard Squarcini. Donc on se dit, voilà, il leur a demandé de faire quelque chose et puis ils sont entendus par la justice. On ne sommes pas dans une république du on dit ou on se dit. Nous sommes dans un état de droit où il y a des principes républicains et il y a un juge d'instruction, il y a une procédure judiciaire en cours. Laissons la procédure se dérouler. C'est le mot indirectement qui laisse penser qu'effectivement les fadettes sont de trop. Parce que la loi est très précise, elle va loin. Donc voilà, on s'est pris les pieds dans le tapis, en l'occurrence. Alors, le budget 2012 a été présenté donc, au Conseil des ministres aujourd'hui et c'est une première puisque le remboursement de la dette devient le premier poste du budget et dépasse le budget de l'éducation nationale. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? On s'attaque enfin aux priorités ou au contraire, on est en train de sacrifier des priorités? Non, mais ce n'est pas que c'est une bonne chose, c'est mécanique. C'est-à-dire que puisque la dette a considérablement augmenté, il y a un moment où le remboursement de la dette dépasse le premier budget de l'État. Donc c'est plutôt préoccupant.
Vous savez que cette année, en 2011, l'État emprunte 180 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'État français doit être le deuxième emprunteur au niveau mondial. Et nous empruntons 180 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le budget de l'éducation nationale. Donc c'est plutôt préoccupant. Par contre, ce qui est important, c'est que dans un contexte budgétaire très contraint, eh bien, on conserve des priorités. Le budget de l'éducation nationale va continuer à augmenter cette année. Je rappelle que nous investissons en France 6% du produit intérieur brut. Et une étude de l'OCDE montrait récemment que c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est à 5,9, et c'est plus que la moyenne des pays de l'Union européenne, qui est à 5,5. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est préoccupant, ce n'est pas de rembourser la dette, c'est une très bonne chose, il faut payer ses dettes, mais c'est de le faire à partir d'économies sur un investissement d'avenir. Ce sont des plus-values fiscales qui devraient permettre le remboursement de la dette, mais il n'y a pas de plus-value fiscale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de croissance. 0% au dernier trimestre. Donc, il faut s'interroger sur les moyens de dynamiser la croissance à l'échelle de la zone euro. Et on n'en a pas pris les moyens parce que nous sommes prisonniers de divers fixismes budgétaires, cambiaires, monétaires, que la Banque Centrale Européenne ne joue pas le rôle que joue aux États-Unis la Federal Reserve Board américaine, qui a acheté 1640 milliards la Banque Centrale de dollars de bons du Trésor, mais pas du tout dans la même proportion. C'est de 1 à 12. Donc évidemment, on ne met pas les gaz. Donc voilà, c'est la panne. Alors vous êtes d'accord dans ce livre sur une chose au moins, c'est que l'éducation, c'est très important parce que c'est ainsi qu'on prépare les Français au défi de la compétition internationale. Et vous avez une approche aussi d'ancien ministre de l'Industrie, d'ancien ministre aussi, alors vous passez par le privé et vous justement par l'industrie, donc avec quand même cette ouverture au monde. Et puis, on vous présente Luc Châtel dans ce livre aussi comme celui qui dirige sans heurts un ministère difficile, un ministère explosif. Bon, je ne me suis pas trompée, mais hier, il y avait 165 000 personnes dans la rue et on a l'impression d'un monde de l'éducation un peu démoralisé, un peu inquiet, un peu, voilà, le moral dans les chaussettes. Alors, d'abord, hier, il y avait un professeur sur 4 qui était en grève. Donc, il y avait 3 professeurs sur 4 qui travaillaient. Je tiens quand même à le rappeler. Ensuite, Jean-Pierre Chevènement connaît ça. On a toujours, le mois qui suit la rentrée, un mouvement de mobilisation. Et on est en démocratie sociale. Je veux dire, si on est ministre de l'Éducation nationale et qu'on n'entend pas un certain nombre de revendications, il faut faire autre chose. Donc, je suis ministre de l'Éducation nationale, je dois l'entendre. Il y a des inquiétudes aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des inquiétudes sur le cap poursuivi. Finalement, quel est le sujet dont nous avons débattu avec Jean-Pierre Chevènement, quel est le sujet majeur aujourd'hui dans l'école? Pourquoi est-ce qu'il y a des inquiétudes? Parce que en 25 ans, ce qui sépare nos responsabilités au sein de ce ministère, il y a eu un changement majeur qui a été l'éducation de masse. Aujourd'hui, on s'adresse à 70% des élèves au lycée, 70% d'une génération, 100% au collège. Alors qu'il y a 25 ans, on était à 20% qui passaient le baccalauréat. Donc c'est un progrès, il ne faut pas le regretter. Simplement, nous travaillons trop aujourd'hui comme il y a 25 ans. Et ce ministère ne s'est pas assez adapté sur le plan pédagogique, c'est-à-dire passer à une pédagogique de la personnalisation. On s'adapte à chaque élève. Vous voulez du qualitatif, vous voulez du sur-mesure, vous voulez... évidemment, ce qu'on a entendu... 25 ans, la seule réponse, l'unique réponse, depuis 25 ans, depuis le milieu des années 80, de gauche comme de droite, elle a trop été le quantitatif. En gros, on disait aux profs, ne vous inquiétez pas, on va gérer l'ouverture, la massification, la démocratisation de l'école grâce aux moyens supplémentaires. Mais ça ne suffit pas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons augmenté de 80% le budget de l'école par élève depuis 1980. Et la France est dans le bas des classements internationaux pour l'efficacité de son système éducatif. Donc on voit bien qu'il faut autre chose, c'est-à-dire un travail beaucoup plus sur mesure, personnalisé, qui tient compte de la diversité des élèves, qui différencie les moyens. Alors je pars du constat que vient de faire Luc Châtel. Effectivement, la régression de la France dans les classements internationaux. Notre système éducatif est moins performant. On peut même dire, en examinant les statistiques, qu'il est en panne depuis 15 ans, la même proportion. Et vous avez la même réponse que Luc Châtel là-dessus ? Non, j'ai une réponse différente. Mais j'illustre la panne du système éducatif. Par exemple, en nombre d'étudiants, nous ne progressons plus. Donc c'est un système bloqué. 2 raisons. Il y a une raison qualitative, c'est, je pense,
l'essor des soi-disant pédagogies qui laissent aux élèves le soin de construire... La crise de l'autorité. Et par conséquent la crise de l'autorité qui laisse aux élèves le soin de construire leur savoir. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Moi, je crois à l'effet maître. Et je crois à des pédagogies structurées dont les plus démunis ont davantage besoin. Mais il y a une raison aussi quantitative. C'est que depuis 5 ans, on a supprimé 50 000 postes de enseignants. Vous êtes pour la proposition de François Hollande de rétablir 60 000 postes, 12 000 par an, c'est ce qu'il est en train de dire? Je ne le raisonne pas globalement. Je dis qu'il faut mettre davantage de moyens au niveau du primaire de l'école maternelle, car c'est là que l'échec scolaire commence, et ce sont les mêmes qui décrochent tout au long de la scolarité. Nous avons presque 25% d'une classe d'âge. Donc il faut lutter contre si vous voulez, l'insuffisance du bagage lexical ou grammatical d'un certain nombre d'enfants de familles très modestes ou de familles immigrées. Donc il faut mettre le paquet. Et ça, je regrette, il faut mettre des moyens. Ensuite, dans l'enseignement supérieur, si on veut répondre aux objectifs qu'on s'était fixés en 2000 à Lisbonne, porter à 50% d'une classe d'âge le niveau des étudiants ayant la licence ou le niveau de la licence, je ne vois pas comment on pourrait ne pas y mettre aussi des moyens. Donc, vous voulez du qualitatif, mais Jean-Pierre Chevènement dit non. Il faut peut-être du qualitatif, mais il faut des moyens. Même pour le qualitatif, il faut des moyens. Mais je ne suis pas sûr que Luc Chatel ne ruse pas très habilement, je veux dire, car c'est un homme très habile. Et ce dialogue serré le montre. Il sait esquiver les coups. Mais quand il parle de personnalisation, d'individualisation, etc., il ne fait que reprendre la théorie de l'élève au centre de l'école. C'est-à-dire cette théorie qui a échoué. Non, il y a une grande différence. C'est que Jean-Pierre Chevènement fait référence aux théories pédagogistes qui ont abouti d'ailleurs à la loi de 89 de mémoire, qui n'a pas été votée sous un gouvernement de droite, Jean-Pierre Chevènement, qui en gros place l'élève est quasiment l'égal du maître, c'est-à-dire qu'on fait descendre le maître de l'estrade et l'élève est maître de sa pédagogie. Ça, je ne suis pas favorable du tout à ces théories, et Jean-Pierre Chevènement le sait très bien. Par contre, je pense que les résultats dans notre système éducatif, ils viendront de notre capacité à nous adapter à la diversité des élèves. On ne peut pas continuer avec un système qui laisse 150 000 jeunes de côté chaque année sans rien. Est-ce que ça veut dire que pendant la campagne électorale de 2012, vous allez proposer la fin du collège unique? Et vous allez dire, il y a des élèves qui ne pourront pas suivre. La massification, ça a un peu marché, mais ça ne marche plus. Donc, nous proposons le collège unique. Il ne faut pas se tromper sur les mots. D'ailleurs, c'est important, parce que collège unique, je pense que c'est un mauvais terme. Et d'ailleurs, René Haby avait utilisé le terme collège pour tous. Et c'est bien ça qu'il faut. Il faut bien que toute une génération puisse aller au collège. Non, mais attendez, j'explique. Il faut que toute une génération, c'est un progrès qu'il y ait 100% d'élèves qui aillent au collège. Simplement, il ne faut pas le même programme, le même cadre pour chaque élève jusqu'à 14 ans. Je pense qu'il faut une différenciation qui permette à chacun des talents de s'exprimer. Il n'y a pas les mêmes formes d'intelligence. Il y a des enfants qui ont des facilités, d'autres qui ont des difficultés. Et il faut qu'à partir du collège, alors on ne fasse pas de la orientation rédhibitoire, mais on puisse avoir des parcours différenciés. C'est ça qu'il faut faire. Juste un mot, vous avez entendu Nicolas Sarkozy hier qui a dit dans les usines, moi je suis pour défendre les ouvriers, les employés et les cadres des usines qui sont ouvertes à la compétition. Les fonctionnaires, ils sont protégés. Le jour de la manif des enseignants. Que le président de la République cherche à opposer les travailleurs des usines et puis les enseignants. Je pense qu'on a besoin de tout. Il est normal que les enseignants aient un statut. On n'a quand même pas régressé au point de ne plus leur donner de statut, bien que M. Chatel embauche de plus en plus de contractuels. Ça apporte des noms divers. Ça a beaucoup existé, mais il y en a de plus en plus. Et ce que j'ai remarqué, et cela est très bien dit dans le livre, c'est que alors que le nombre d'enseignants baissait de 50 000, en effet, M. Chatel a recruté ce qu'on appelait autrefois des pions, des assistants de vie scolaire ou des gens qui font de l'accompagnement. Et les maîtres sont descendus de leur estrade sous M. Chatel, puisqu'ils font, par exemple, au lycée, 2 heures de moins de français pour apporter un soutien, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Nous avons un vrai différent avec Jean-Pierre Chevènement. C'est pour personnaliser, ce que je disais tout à l'heure, il faut un temps dans l'enseignement
on ne fasse pas uniquement de la discipline, c'est-à-dire transmettre le savoir en mathématiques, en français, en philosophie. Il faut un moment où on apprend à l'élève autre chose, on lui apprend à travailler, on pratique du soutien scolaire, du rattrapage, de la remédiation, et on est capable de s'adresser d'un côté à ceux qui ont des facilités pour les porter loin, parce que moi je crois à l'école de l'excellence, et puis de l'autre à aider ceux qui ont des difficultés. Alors voilà, ceux qui sont passionnés d'éducation vont lire votre livre, hein, c'est clair, et ceux qui sont passionnés, c'est tous les Français, parce que ce sont leurs enfants. Un mot, Monsieur Châtel défend une conception managériale de l'école, comme si c'était une entreprise. Et moi, je défends l'école, institution de la République, avec les valeurs de la connaissance, de l'effort et de l'autorité des maîtres. Si je peux synthétiser nos oppositions, vous verrez dans le livre que voilà. Les deux ne sont pas contradictoires. Je défends les mêmes valeurs que Jean-Pierre Chevènement, la référence à l'école. Mais une différence de méthode. Mais je considère que manager, c'est pas un grand mot. Et quand on a 1 million de personnes sous son autorité, sous sa responsabilité, vis-à-vis des Français, premier budget de l'État, on a un devoir d'efficience, d'efficacité, une obligation de résultat. Il faut qu'on soit capable de dire aux Français, vous mettez vos enfants à l'école, ils sortiront avec une qualification, avec un diplôme, pour non seulement s'instruire, mais pour s'insérer dans la société. Merci beaucoup. Le monde qu'on leur prépare, hein, c'est chez Plomb. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. 2 ministres de l'Éducation, l'actuel et celui et un ancien de gauche, qui ont dialogué dans ce livre et sur notre plateau. Restez avec nous après le journal de Jean-Rémy Baudot. Jean-François Kahn, Alain Madelin débattent sur la situation politique.